Canal de l'Ourcq. Température de l'eau, 8 degrés. Allez, courage. Allez, courage. M'encanta eso. Allez, courage. C'est parti. Bon, allez. Céline, Laurent, Stéphanie et Aliénor sont nageurs en eau libre. Pour eux, la natation, la vraie, c'est en dehors des piscines, même en ville, même en hiver. Allez, Maria. On s'est retrouvés pour nous baigner dans le canal de l'Ourcq, comme on a l'habitude de faire 1 à 2 fois par semaine. Tous les jours sont différents, même le même endroit, il peut être différent parce que la température est différente, parce que le courant est différent. On est complètement avec la nature, quoi. Vous avez le droit d'être là, Laurent. Malheureusement, on n'a pas le droit, mais on le prend. Et c'est très bien comme ça. Ces baignades sauvages sont interdites dans tous les cours d'eau de l'agglomération parisienne, en raison, notamment, de la pollution de l'eau. Malgré les interdits, les nageurs du canal rêvent plus grand. Si on pouvait élargir non seulement au canal de l'Ourcq, mais se baigner au pied de la Tour Eiffel, ça serait quand même super sympa, quoi. Me baigner dans la Seine, certainement pas. Non, jamais. Moi, je me baignerai pas dans la Seine parce que c'est sale. Je me dis que, évidemment, je vais tomber malade. Non, non, ça a peur. On n'a pas le droit. Pour moi, se baigner dans la Seine, c'est tout ce qui manque à Paris aujourd'hui. La Seine à Paris, ou quand le plus petit des grands fleuves français rencontre la ville la plus dense d'Europe. Un cours d'eau sous pression, pollué depuis des décennies. Pourtant, la ville de Paris souhaite ouvrir le fleuve à la baignade dès 2024. La course contre la montre est lancée. Il faut nettoyer la Seine avant les Jeux Olympiques. Un pari risqué, chiffré à plus d'1 milliard d'euros. Alors, comment relever le défi? À quel point les eaux sont-elles contaminées? Et qui est responsable? Pourra-t-on vraiment enfiler nos maillots pour piquer une tête? Vue du ciel, la Seine nous en met plein la vue. Mais quand on s'approche de l'eau, voilà ce qui saute aux yeux. Et c'est juste la partie visible d'une immense décharge. Attendez, il y a monté un truc encore, Roda. Eh, c'est ouf la pêche à l'aimant. Wouah, tous les clous, mec. Cette bande de potes filme sa partie de pêche à l'aimant. Le nouveau passe-temps qui cartonne sur les réseaux sociaux. Regardez. Si on dit qu'on dépollue pas la rivière aujourd'hui, grâce à nous, vous pourrez vous baigner dans la Seine, les frérots. Grâce à nous, vous allez pouvoir mettre vos maillots de bain et plouf, dans la Seine. Mais avant de plonger sans risquer de s'empaler sur une barre de fer, il y a encore du boulot. Et ben là, on a trouvé un Vélib, encore un. Et c'est lourd. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Damien Fortassin et Grégory Pêche sont des pros. À la demande des loueurs de trottinettes, ils écument la Seine à bord de l'Estuarien, une barque d'ostréiculteurs reconvertie en camion poubelle flottant. Ça permet de ramasser des vélos, des barrières de chantier, tout un tas de saloperies qui sont dans l'eau. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi.
des tables de bistrot, des bouteilles, des fois on trouve, enfin voilà, c'est vraiment fou. Et ce serait encore mieux si ça finissait à la poubelle plutôt qu'à la Seine, parce que ce serait bien de rappeler que la Seine n'est pas une poubelle. Dans la Seine parisienne, les déchets sont partout. Alors pour les bons coins, nos pêcheurs d'épaves ont l'embarras du choix. Au programme aujourd'hui, Le quai d'Orsay, on va essayer de regarder. C'est une zone qu'on n'avait pas fini de faire avec Damien la dernière fois. Et comme c'est la fin des quais où il y a la piste cyclable, bah, potentiellement il peut y avoir aussi beaucoup d'objets balancés à la flotte. Aïe, oh bah putain. Pourquoi ils font des trucs si lourds? Pour pas que les gens les jettent dans l'eau. Hop là. après 8 heures de travail, la pêche miraculeuse est terminée. On dépose tout. À l'atelier du France, là, on va déposer les vélos. On sort d'abord ceux qui sont dans la baigne. Grégory Pêche est le seul opérateur privé de nettoyage du fleuve. Uniquement financé par les loueurs de trottinettes, il n'intervient que 6 fois par an. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait effectivement intensifier les opérations et qu'il y aurait largement de quoi s'occuper au minimum une fois par semaine. Bilan de la journée, une cinquantaine de véhicules repêchés, plus d'1 tonne de ferraille. Les sociétés de location récupéreront leurs trottinettes. Quant au reste des déchets, il prend la direction d'un centre de recyclage. Malgré un fleuve aux allures de dépotoir, un jeune homme a décidé d'y nager pendant tout l'été 2021. Je m'appelle Arthur Germain, j'ai 19 ans. Je me suis lancé un défi un peu fou qui est de descendre la Seine en nageant. On est là pour un de mes entraînements. Là aujourd'hui on va tester le tirage du kayak. Arthur Germain est passionné de natation depuis l'enfance. À 16 ans, il a été le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. On est sur le Loing, donc c'est un fleuve qui se jette dans la Seine. C'est assez pratique parce qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de péniche. Il y a vraiment une nature hyper sauvage, quoi, donc c'est toujours assez cool. Il se prépare pour la descente des 775 km de la Seine, 52 jours de nage en autonomie, de la source à l'estuaire. J'habite à Paris depuis que je suis tout petit, donc voilà, la Seine c'est un fleuve qui est hyper important pour moi. Peut-être que j'en ferai d'autres, des fleuves, mais la Seine pour moi c'est hors catégorie, niveau importance, quoi. Au-delà de l'exploit physique, le sportif espère sensibiliser sur la protection du fleuve, particulièrement en milieu urbain. Je trouve ça fou qu'on ait un fleuve juste en bas de chez nous et qu'on puisse même pas y tremper un bout de pied parce qu'on risque d'attraper une maladie. Et si on pouvait tous aller se baigner dans la Seine, pour moi déjà ça changerait beaucoup de choses. Et même dans l'esprit des gens, si on a ce truc tous en commun qui est on protège notre fleuve, comme ça après on peut se baigner dedans, on peut prendre du plaisir dedans. C'est vraiment l'idée d'un endroit collectif dans lequel on peut tous se retrouver et tous se ressourcer, quoi. Le nageur n'est pas le seul
a milité pour un fleuve plus propre, propice à la baignade. Chez les élus, la dernière à s'être saisie du sujet n'est autre que la mère de notre aventurier, Anne Hidalgo. Mais les politiques n'ont pas besoin d'un fiston nageur pour comprendre la portée symbolique d'une Seine baignable. En fait, ça fait un bail que le dossier traîne dans les tiroirs des maires de Paris. Dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Jacques Chirac ne s'est jamais jeté à l'eau. Mais avec la candidature aux Jeux Olympiques de 2024, le sujet refait surface. L'épreuve de triathlon se déroulera dans la Seine, au pied de la Tour Eiffel. Pour y arriver, il faut que l'on travaille, bien sûr, encore sur la qualité de l'eau à Paris. Je souhaite vraiment que l'impact écologique des Jeux soit un impact qui permette de rendre l'eau de la Seine baignable. Si Anne Hidalgo remporte son pari, la Seine sera un élément central du décor des Jeux. Le triathlon et la nage en eau libre offriront des images spectaculaires, comme dans ce clip promotionnel. Pour la politologue Gabrielle Boulot, cette mise en scène s'inscrit aussi dans une stratégie marketing de la ville. C'est très emblématique de pouvoir avoir des épreuves des JO qui vont se dérouler devant la Tour Eiffel. On sait que ça joue comme une théâtralisation pour la ville de Paris. Et donc, dans la concurrence entre métropoles internationales, c'est important pour Paris de pouvoir jouer cette carte. À partir de 2025, les premières baignades en héritage des Jeux doivent ouvrir leur bassin au grand public durant la saison balnéaire. 3 sites ont été identifiés, Trocadéro, Bercy et Châtelet. Et il faut reconnaître que les jolis photomontages des urbanistes envoient du rêve. C'est aussi ce que doit jouer une ville aujourd'hui, que d'être attractive pour des industries, pour des activités de services, pour des habitants. Et en fait, on ne leur vend pas uniquement un cadre économique, on leur vend aussi un cadre esthétique où il fait bon vivre. Nager dans la Seine deviendrait alors la nouvelle vitrine d'un Paris écologique, dynamique et sportif. L'anthropologue Agathe Eusen étudie cet engouement pour les villes baignables, devenu le symbole d'une bonne gestion du territoire, du pain béni pour les politiques. Le fait qu'un élu réussisse à faire en sorte que le cours d'eau qui traverse sa ville devient baignable est une réussite évidente aux yeux de ses citoyens quant à l'action qu'il a menée à tous les niveaux pour améliorer la qualité de vie et rendre encore plus attractif et source de bien-être la ville dont il a la charge. La reconquête d'une Seine baignable renoue avec une vieille tradition parisienne. Les citadins n'ont pas toujours été déconnectés de leur cours d'eau. À partir du 19e siècle, les habitants de Paris font du fleuve un nouveau terrain de jeu. C'est l'avènement d'une scène récréative, une scène de sport et de détente. Les familles s'approprient les berges pour en faire des lieux d'évasion improvisés. Une manière d'échapper à la vie urbaine et industrielle de la capitale. Au début du XXe siècle, la Seine accueille des compétitions mythiques, comme les Jeux Olympiques en 1900 déjà, ou la traversée de Paris dès 1905. Dans la catégorie féminine, la favorite Monique Berliou effectue le parcours en dos crawlé. Chez les hommes, Pelletier et Le Morvan nagent longtemps de concert jusqu'à ce que Jacques Pelletier démarre pour gagner nettement détaché. Bravo Monique, bravo Pelletier. Incompatible avec le développement de la navigation, la baignade est interdite dans le département de la Seine à partir de 1923. Mais il en faudra plus pour arrêter les plongeurs invétérés et autres barboteurs du dimanche. Années 70. L'industrialisation et la bétonisation changent le visage de la Seine et la qualité de son eau. Le fleuve dégoûte,
plus question d'y tremper un orteil. Des réticences toujours d'actualité. Alors, avant de renvoyer les Parisiens à la baille, il faut déjà connaître le niveau de pollution du fleuve. Quai François Mauriac, dans le 13e arrondissement. Depuis 5 ans, une équipe d'eau de Paris vient contrôler le niveau de pollution de la Seine. Le fleuve est sous haute surveillance. Ok, un flacon. T'as besoin de la perche ou pas? Ça, ouais, je vais prendre la perche. Les gants, je les ai. Le désinfectant aussi, c'est bon. Ok. Prendre le gilet. On va faire un prélèvement bactériologique pour le suivi de la Seine. Là, je suis en train de désinfecter. Le but, on va rechercher des bactéries dans l'eau et le but, c'est pas d'apporter des bactéries du milieu extérieur. Avec les JO à l'horizon, la mairie a demandé à Eau de Paris de mettre les bouchées doubles. La qualité de l'eau de la Seine, maintenant, on commence à la connaître très très bien. Donc on a 10 points de prélèvement qui sont répartis entre l'entrée de Paris et la sortie de Paris. Le nombre de prélèvements a augmenté. Donc par exemple, pour l'année 2020, on a fait environ 260 prélèvements tout au long de la Seine, dont 180 durant ce qu'on appelle la période estivale. On se dit qu'on est un peu un gardien de la Seine et qu'on est à son chevet en espérant que tout se passe pour le mieux au fil du temps. Les 500 ml d'eau prélevée ce matin seront analysés au laboratoire d'eau de Paris. Les biologistes vont mesurer la concentration de microbes dans l'échantillon. Car c'est à cause d'eux qu'on ne peut pas se baigner dans la Seine aujourd'hui. Jean-Marie Mouchel est professeur en sciences de l'eau. 30 ans qu'il ausculte la Seine pour y débusquer le moindre polluant. La pollution microbiologique est mesurée au travers d'indicateurs qu'on appelle les bactéries indicatrices fécales, alors qui ne sont pas vraiment méchantes en soi, mais qui sont émises par la plupart des animaux à sang chaud. Parmi eux, dans l'agglomération parisienne, l'homme est le principal animal qui émette ces bactéries-là. Les résultats des analyses montrent que ces bactéries sont bien trop nombreuses dans l'eau de la Seine. Ces lanceuses d'alerte microscopiques s'appellent Escherichia coli et Enterocoques intestinaux. À Paris, leur concentration est jusqu'à 5 fois supérieure aux seuils autorisés. La faute à la contamination fécale de nos eaux usées qui se rejettent dans le fleuve. Des pollutions invisibles, mais vectrices de virus, de parasites et de bactéries pathogènes. Des cochonneries responsables de maladies que les microbiologistes connaissent bien. Les gastro-entérites pourraient représenter jusqu'à 80% des cas de problèmes de santé liés à la baignade. Et puis on va avoir une grosse partie aussi qui peut être des problèmes de peau, en fait. On peut aussi avoir des otites ou des infections des yeux ou de la gorge éventuellement, qui peuvent être liées à la baignade parce qu'on peut absorber l'eau. Une Seine baignable est une Seine débarrassée de ses miasmes. Mais assainir un fleuve urbain, c'est coton. Alors on déploie les grands moyens. En 2016, les élus de Paris et de la proche couronne ont lancé, avec le préfet de région, une des pollutions sans précédent, le plan baignade. Et c'est la mairie de Paris qui joue les chefs de file. On s'est saisi du fait que les Jeux Olympiques et Paralympiques auraient lieu en 2024 à Paris et en Seine-Saint-Denis comme d'un accélérateur de ce projet pour nous forcer finalement à aller plus vite sur l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine et de la Marne. Pour y arriver, les chantiers d'assainissement se multiplient. Il s'agit, en un temps record, d'améliorer la gestion de nos eaux usées pour protéger le fleuve des contaminations fécales. Un travail colossal, estimé à 1,4 milliard d'euros. Alors, qui sont les pollueurs identifiés par le plan baignade et concernés par les chantiers en cours ? À en croire la loi, il s'agirait d'abord des bateaux amarrés dans la capitale.
quelques 1000 Parisiens vivent dans des péniches d'habitation. Thierry Lavergne, lui, est arrivé au port de Suffren il y a 30 ans. Il profite d'une vie au plus près de l'eau, à bord du Paros, un ancien bateau de marchandises. Comme tous les pénichards, il rejette ses eaux usées directement dans la Seine. C'est pour ça qu'on n'utilise que des produits verts en nettoyage, que ce soit les liquides vaisselle, les lessives, tous ces trucs-là, on emploie que des produits verts. Contrairement aux immeubles, les bateaux ne sont pas branchés aux égouts. Et des toilettes qui se vident à proximité de sites de baignade, ça a de quoi dégoûter. Avec les JO, la France a adopté une réglementation spécifique, la loi olympique. Un amendement oblige les pénichards parisiens à se raccorder au réseau d'assainissement. Les travaux pour arriver à ça, c'est énorme. En règle générale, tout passe dans les cloisons. Tout passe dans nos cloisons. C'est pas comme une maison, c'est pas du tout pareil. Et donc il faut démonter les cloisons, passer tous ces tuyaux d'assainissement. Ça coûte à peu près 40 000 € pour refaire un assainissement complet. Et encore là, je suis gentil. Ça dépend des bateaux, franchement. Et ils nous donnent 4 200 €. Bon, donc le reste, c'est à votre charge. Thierry Lavergne, lui, est déjà prêt. Sa plomberie, toute neuve, pourra évacuer les eaux côté quai. On va brancher une vanne pompier qui sera là, et tout sera raccordé dessus. Dès que l'assainissement sera fait, on aura 2 ans. À partir du moment où il a été estampillé au quai sur tout le quai, on aura 2 ans pour se raccorder. Thierry branchera son bateau aux égouts à l'été 2021. Auparavant, quasiment aucun quai de Paris ne collectait les eaux usées. Mais les projets de baignade ont complètement changé la donne. Depuis 2017, partout dans Paris, les berges sont le théâtre d'un drôle de ballet. Un chantier d'assainissement inédit mené par Port de Paris, le gestionnaire des quais de la capitale. À Javel ce matin, une étape délicate se joue avec la pose d'un ouvrage de 7 tonnes. Du coup, pour la pose, tu as bien tout prévu en termes de sécurité? Pour David Tribondo, responsable de l'opération, c'est presque devenu la routine. Bon, c'est comme on a fait avant sur les autres chantiers, donc c'est pas notre galop d'essai. Ouais, c'est un système assez classique de ce qui se reproduit un peu en ville. Donc un système de collecte avec des canalisations en fonte qui vont tous se rejeter en un point unique vers une station de refoulement qu'on est en train de positionner ici. Et cette station de refoulement refoule l'ensemble des eaux usées vers le réseau collectif de la ville de Paris. Donc l'idée à terme est de ne plus avoir aucun rejet d'eau chargée directement en Seine. Un système d'assainissement complet à installer sur 20 km de quai. Le temps presse pour finir dans les temps. Tout sera prêt pour les JO sur le planning actuel, donc on croise les doigts qu'on n'ait pas encore d'énormément de crues à subir et que les conditions sanitaires nous permettent d'avancer comme on veut. Et pour l'instant, on touche du bois, mais tout fonctionne très bien. Des dizaines de kilomètres de canalisation, 50 chantiers et 15 millions d'euros d'investissement, des grands travaux que les habitants du fleuve jugent inadaptés. Le raccordement à l'égout inquiète l'association de défense de l'habitat fluvial. Il faut dans tous les cas prouver qu'il y a une vraie fiabilité du système, qu'il n'y ait pas de dangerosité pour le bateau, qu'il n'y ait pas de refoulement possible à l'intérieur du bateau. Un bateau, ça coule quand ça se remplit. Donc couler son bateau, c'est pas agréable. Le couler avec de la merde, c'est encore moins sympa, quoi. L'association aurait souhaité des solutions moins risquées et plus sobres, comme des barges de phytoépuration avec des plantes, des toilettes sèches ou des traitements embarqués. Il existe des solutions alternatives qu'on a toujours voulu mettre en avant et qu'elles n'ont jamais été considérées. Et on nous a dit qu'ils n'avaient pas le temps de le traiter, d'être sûr de son efficacité avant les Jeux Olympiques mi-2024. Avec la date butoir des JO et la concentration des bateaux dans la capitale, Port de Paris a préféré miser sur les bons vieux tuyaux. Pourtant, les rejets des péniches,
c'est moins de 1% de la pollution microbiologique de la Seine à Paris. De la rigolade comparée aux véritables sources de contamination fécale. Le problème vient du plancher des vaches. Chaque jour, les déjections de millions de franciliens sont collectées par des tuyaux enterrés sous la ville. Des centaines de milliers de mètres cubes d'eau usée s'écoulent dans les égouts jusqu'aux stations d'épuration. À l'amont immédiat de Paris, il y en a deux, Marnaval et Seine-Valenton. Ces installations ont un impact direct sur la qualité de la Seine dans la capitale. Les eaux traitées par ces usines et rejetées dans les fleuves sont-elles suffisamment propres ? Bienvenue à Seine-Valenton, la deuxième plus grande station d'épuration d'Europe. À elle seule, elle traite les eaux usées de 2,6 millions d'habitants. Ce mastodonte industriel est la propriété du SIAP, le syndicat public d'assainissement de l'agglomération parisienne. 3 étapes de dépollution sont nécessaires avant de rejeter l'eau traitée dans la Seine. Vous vous trouvez ici sur la zone des bassins de décantation primaire, la première grosse étape de traitement des eaux, pendant laquelle les eaux séjournent environ 1 à 2 heures, de façon à pouvoir décanter, c'est-à-dire séparer la pollution lourde de la pollution soluble. Bon, on va aller voir l'unité de bassin biologique là, pour la dégradation de l'azote, si on peut améliorer encore le process. La station est conçue pour éliminer les pollutions principales des eaux usées, l'azote, le carbone et le phosphore. Mais pour obtenir une qualité baignade en Seine, il faut aussi dégommer les microbes. Nos filières de traitement, la décantation et le traitement biologique, vont déjà avoir une efficacité importante vis-à-vis de l'élimination de ces germes. Pour vous donner un chiffre, entre l'entrée et la sortie d'une usine, on abat à peu près d'un facteur 1000, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fois moins de germes à la sortie qu'à l'entrée de l'usine. Mais ce n'est pas suffisant. Le plan baignade impose donc de purifier encore plus l'eau traitée. Et c'est l'équipe de Vincent Rocher qui doit relever ce défi. Alors finalement, pour améliorer l'efficacité de nos filières vis-à-vis des germes, on a plusieurs solutions de désinfection. On peut imaginer de l'irradiation UV, c'est ce qu'on fait sur certaines de nos stations d'épuration d'ailleurs, à Marnaval, et on peut utiliser des oxydants, des oxydants chimiques. Pour cette usine, on a décidé d'utiliser une méthode innovante qui est basée sur un désinfectant organique qui s'appelle l'acide performique. L'acide performique est un produit puissant. La promesse, de se débarrasser de 99,9% des bactéries. Mais la solution envisagée par le SIAP fait débat. Est-elle vraiment sans danger pour l'environnement ? L'eau traitée à Valenton est rejetée 3 km plus loin, à Maisons-Alfort. Ah, il y a deux jolis signes du côté de l'exutoire de la sortie de l'usine de Valenton. Michel Riotto est membre de France Nature Environnement. Son association alerte sur les impacts potentiels du nouveau traitement sur le milieu naturel. Le système de désinfection que veut retenir le SIAP pour détruire les microbes qui sortent de cette usine, c'est une méthode chimique qui risque de détruire aussi l'écosystème qui est constitué à la fois de la faune, les poissons, les amphibiens, les crustacés, jusqu'aux sangsues. Et puis vous avez des végétaux qui poussent dans l'eau, du phytoplancton, et tout ceci risque d'être totalement perturbé. Jamais la désinfection à l'acide performique n'a été déployée en eau douce et à si grande échelle. Ce serait une première mondiale. C'est pourquoi, dès 2017, le SIAP a mené des tests sur cette technique. Nous nous sommes procuré cette étude confidentielle. Ses résultats sont plutôt rassurants. Le rejet désinfecté serait inoffensif pour le milieu naturel. Cette étude technique a permis de s'assurer de l'innocuité de cette étape de traitement complémentaire vis-à-vis de l'environnement. Sauf que ces expériences ont été réalisées sur des organismes de laboratoire, pas en conditions réelles, avec les espèces du fleuve. Alors nous avons demandé l'avis d'une experte, Carole Cossu-Leguille,
professeure d'écotoxicologie à l'Université de Lorraine. Et elle remet en cause ses conclusions. Un inventaire faunistique et floristique aurait dû être réalisé. J'estime que les données scientifiques sont insuffisantes pour conclure à une totale innocuité de ce produit sur l'environnement. Des critiques partagées par tous les experts que nous avons contactés. Le SIAP ne nie pas ce manque de connaissances. Le syndicat aura l'obligation de suivre le milieu aquatique près du rejet. Aujourd'hui, la question qui reste, c'est celle d'un impact potentiel sur le temps long vis-à-vis de l'écologie de la rivière. Malgré l'absence de recul, l'État a déjà donné son accord de principe. La désinfection chimique devrait être opérationnelle en 2024 pour les Jeux Olympiques. L'acide performique pose une autre question, celle de son efficacité. Le produit élimine bien les bactéries indicatrices fécales, celles utilisées dans la réglementation pour fixer les normes de baignade. Mais il est inefficace contre les virus responsables de gastro-entérite. Alors à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, on n'est pas à l'aise avec le choix de l'acide performique. C'est pas gênant du coup d'avoir un traitement qui élimine les indicateurs et qui laisse passer les pathogènes? Si, oui. Moi, je l'ai dit, mais j'ai pas été, ça n'a pas été repris. Je sais pas où ça en est. On n'a pas eu de retour d'information du SIAP, en tout cas moi, depuis un moment sur ce projet. Il existe pourtant une autre option, plus performante, la désinfection par ultraviolet. Un choix coûteux, abandonné par le syndicat public pour économiser 45 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour les contribuables, peut-être moins pour l'environnement et la santé des futurs nageurs. C'est pas bien de jouer à la roulette russe avec ce type de traitement. Faire courir des risques à l'écosystème du fleuve pour le plaisir des hommes, c'est pas un bon choix. Détruire les écosystèmes ne nous protège pas, les hommes. Au contraire, nous fragilise. Désinfection des eaux usées, assainissement des bateaux, le plan baignade fonce tête baissée vers 2024. Mais un terrible danger pourrait annuler les épreuves en scène des Jeux Olympiques. L'orage. Pour comprendre cette menace qui vient du ciel, il faut descendre sous terre, dans les égouts de Paris. Sous les rues de la ville, un réseau tentaculaire déploie ses galeries sur près de 2600 km. Ici, tu as un égout élémentaire, tu as un rat qui est en train de se balader. Chaque jour, plus de 600 000 m3 d'eau usée transitent ici, l'équivalent de 1700 piscines olympiques. On est sur notre problème de tapis de graisse au niveau du collecteur. On voit les dégâts de la dernière montée d'eau. Emmanuel Olivard est chef égoutier. Il connaît, comme sa poche, ce patrimoine unique au monde, bâti il y a 150 ans sous Napoléon III. Comme tous les égouts anciens, le réseau parisien a une particularité. Il est unitaire. Ça veut dire qu'il collecte les eaux vannes, donc les eaux des toilettes, des lavabos, des machines à laver, de la cuisine, etc., plus les eaux de pluie. Toutes les eaux partent au même endroit dans un seul et unique ouvrage et vont vers les stations d'épuration. C'est assez particulier. Le problème, avec les réseaux à l'ancienne, c'est qu'ils ont tendance à déborder. En cas de forte pluie, l'ensemble de la pluie plus les eaux usées remplirait les égouts jusqu'à déborder sur la rue. Et du coup, pour ne pas avoir ces débordements dans la rue d'eau usée et d'eau pluviale mélangée, il y a des déversoirs d'orage qui permettent, comme une soupape de sécurité, de déverser le trop-plein dans le fleuve. Des déversoirs d'orage. Il y en a 46 dans Paris. Par temps sec, ils se tiennent bien sages. Mais quand le tonnerre gronde, ils libèrent de véritables torrents. Ces ouvrages vident le trop-plein des égouts dans la Seine plusieurs dizaines de fois par an. Un problème de taille quand on prépare les projets de baignade comme Miguel Gilonritz.
En cas de fort orage et du coup de sollicitation du déversoir d'orage et de déversement vers le milieu naturel, il peut y avoir ce qu'on appelle un pic de pollution en Seine dû aux apports de nutriments, de bactéries fécales transportés dans les réseaux d'assainissement. Ce qui est visé sur Paris, c'est la baignade en Seine. Donc ces apports peuvent, on va dire, troubler ce projet de baignade en Seine. Mais l'idée, c'est vraiment de les reporter au maximum et du coup améliorer la qualité du fleuve sur le long terme. Pour limiter le phénomène, les cerveaux du plan baignade ont trouvé une solution en béton. Des bassins de stockage des eaux pluviales. Il y en a 4 en construction à Paris et en Proche-Couronne. Le bassin d'Austerlitz sera le fer de lance de ce dispositif. Les travaux viennent de commencer. Un bassin de stockage qui a vocation à absorber les pluies lorsqu'elles tombent de façon extrêmement importante. Elles sont stockées et ensuite elles vont tranquillement et avec un débit régulier rejoindre le réseau des égouts. On est sur un chantier qui est colossal. On creuse un bassin qui fait 30 mètres de profondeur qui a vocation à permettre d'améliorer là aussi la qualité de l'eau. Une cathédrale enterrée de 46 000 mètres cubes, autant que 150 000 baignoires. Un ouvrage tout en démesure, gourmand en béton et difficile à entretenir. Un choix, une fois de plus précipité par la venue des JO. Pourtant, aujourd'hui, on cherche plutôt à faire en sorte que la pluie soit directement absorbée par le sol. Mais Paris est imperméabilisé à 70%. Il faudrait 20 à 30 ans pour inverser la tendance. Quand on veut agir vite, on va privilégier des solutions plutôt grises, de béton, qu'on sait bien faire, dont on sait maîtriser les délais, alors qu'effectivement des solutions plus vertes, ou en tout cas plus douces, et notamment la désimperméabilisation, ça demande d'abord beaucoup plus de coordination avec beaucoup plus d'acteurs, on peut moins garantir les délais. Le bassin d'Austerlitz coûtera plus de 90 millions d'euros. Un choix qui contribue à l'explosion du coût de l'eau pour les Parisiens. Son prix a augmenté de 41% depuis 2015. Malgré les millions dépensés, le super bassin d'Austerlitz pourrait bien se révéler inutile en cas de gros orages. S'il pleut fortement quelques jours avant la date prévue de nage en eau libre, on ne fera pas l'épreuve. C'est clair. Ne nous leurrons pas, on reste à la merci du phénomène météo dont on ne sortira jamais. La pluie, ça peut être énorme. Les acteurs du plan baignade ne sont pas au bout de leur peine. Surtout qu'un dernier chantier prend du retard. En amont de Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, se trouve la plus grosse source de pollution de la Seine et de la Marne, son affluent. Des dizaines de milliers de logements rejettent leurs eaux usées directement dans les cours d'eau. Une aberration écologique due à des erreurs de raccordement dans les canalisations. Il m'a dit que ça serait fini vendredi, mais je crois pas. Je lui ai dit au mec, ils sont obligés de casser toute mon allée pour creuser, pour changer le tuyau. C'est que par rapport à l'ancien truc, ils ont changé, ils ont modifié, alors j'en sais pas plus. Mais là, c'est mal barré. Une multitude de petits travaux d'assainissement, jusque chez les particuliers, comme ici à Champigny-sur-Marne, c'est le talon d'Achille du plan baignade. Bonjour madame, c'est vous la responsable des travaux. Voilà, c'est bien démarré là. Claire Costel supervise cette opération pour une intercommunalité du Val-de-Marne. Il faut corriger les mauvais branchements de canalisation responsables de la contamination fécale de la Marne. Ici, contrairement à Paris, le réseau est séparatif. Il collecte les eaux usées et les eaux de pluie dans des tuyaux différents, sauf en cas d'erreur de raccordement, comme chez Eric Pack. Les eaux usées de ce monsieur, elles vont pour l'instant dans le réseau d'eau pluviale qui se jette directement dans la Marne, comme toutes les maisons de cette rue.
Et c'est pour ça qu'on a entamé une opération groupée de mise en conformité de branchement pour tous les riverains de cette rue et des rues avoisinantes. On est en train de creuser une tranchée pour poser 2 tuyaux distincts qui vont l'un aller vers le réseau d'eau pluviale et l'autre vers le réseau d'eau usée, ce qui ne polluera plus la Marne. Ces travaux ont un coût, à la charge du propriétaire privé. Pour l'inciter à rejoindre l'opération, l'agence de l'eau verse à Eric Pack 5 000 € d'aide. Donc de ma poche, 10 205,58. À l'approche des JO, les collectivités accélèrent la cadence. Elles accompagnent les particuliers avec l'objectif de multiplier par 7 les chantiers. En total, on a 250 mises en conformité en 2020. Avec le programme qu'on a mis en œuvre, on espère en avoir 1000 cette année. Voilà. Donc on n'est pas au x7, mais en tout cas, on a un programme d'action et on le mène tambour battant. En tout, le plan baignade a identifié 24 000 raccordements à corriger d'urgence. Le temps passe, élus et préfets font monter la pression. Quand j'ai voulu faire le programme de mise en conformité de branchement pour cette année, prudemment et d'une manière plus sûre, j'avais prévu d'en mettre 500 à l'ordre du jour. Et j'ai compris et j'ai eu toutes les pressions qu'il fallait pour passer à 1000. Mais rien ne garantit l'atteinte de cet objectif, car tout dépend du bon vouloir des propriétaires. À ce jour, aucune collectivité n'a réussi à multiplier par 7 la correction des mauvais branchements. Le retard s'accumule. Une mauvaise nouvelle pour la qualité de l'eau. Le plan baignade risque de ne pas passer la ligne d'arrivée dans les temps en 2024. Au moment où beaucoup d'efforts et d'argent sont engagés pour reconquérir le fleuve, un industriel est pris en flagrant délit de pollution en plein Paris. Port de Bercy, centrale à béton du groupe Lafarge. De l'eau, chargée de ciment, de fibres et de produits de nettoyage, se déverse directement dans la Seine. Le dépôt sur les berges trahit une pratique récurrente. Ces images, filmées par la Brigade pour la protection des milieux aquatiques, sont reprises dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elles font scandale et provoquent même une manifestation de défenseurs de l'environnement devant la centrale à béton. Et ce n'est pas le seul endroit où Lafarge est pointé du doigt pour ses pratiques. Le leader mondial des matériaux de construction détient une deuxième centrale à béton dans Paris. Elle se trouve de l'autre côté de la ville, dans le quartier de Javel. Maryse Fourcade est la vice-présidente de l'association des riverains du secteur. Selon elle, l'industriel se serait aussi livré à des pratiques polluantes dans le 15e arrondissement. On a vu un de ces camions toupies en train de déverser ses eaux usées, c'est-à-dire le contenu de sa toupie, du béton et de l'eau, directement dans la Seine. On a été très choqués par ce type de pratique parce que c'est évidemment strictement interdit et ça pollue directement le fleuve. D'après les riverains, ce nettoyage sauvage des camions toupies durait depuis plusieurs années. Plus grave encore, les services de l'État ont découvert à l'été 2020 un écoulement d'eau polluée en provenance de la centrale. La preuve, ce document de la préfecture de police. Il évoque le déversement d'un bassin de décantation vers le milieu naturel, un danger pour l'environnement. Selon les inspecteurs, Lafarge était au courant. Ce déversement avait été identifié par l'exploitant sans mise en œuvre immédiate d'actions susceptibles d'en faire cesser les effets. Nous avons contacté la direction du groupe Lafarge-Holcim, qui nous a répondu par écrit. Pour Bercy, le cimentier dit n'y être pour rien. Il s'agirait d'un acte de malveillance. Un tel écoulement résulte manifestement de la détérioration délibérée d'une plaque d'étanchéité de ce bassin. Quant à la fuite, découverte par les agents de l'État sur le site de Javel, la société ne confirme aucunement la survenance d'un tel événement. Sur la vidange du camion toupie,
l'industriel se dédouane une nouvelle fois, il s'agirait d'une faute commise par l'un des sous-traitants. Le parquet a ouvert une enquête, et la ville de Paris s'est portée partie civile. Pourtant, elle ne remet pas en cause le futur des cimenteries en bord de Seine. L'avenir, c'est garder dans Paris des sites de nature industrielle. Parce que Paris ne peut pas être totalement en dehors d'un écosystème industriel. Notre ville a besoin d'être une ville dans laquelle toutes les composantes se retrouvent. L'habitation, l'activité économique et l'industrie en fait partie. D'ailleurs, pour Lafarge, pas question de quitter Paris. L'industriel veut même moderniser son site de Javel. Une position stratégique au cœur des grands chantiers de la métropole. Industrie, logement et bientôt baignade, difficile de faire cohabiter toutes les fonctions que nous attribuons à notre petit fleuve urbain. Maryse et ses voisins, eux, veillent sur leur cours d'eau. Ils ont développé un attachement tout particulier à la Seine. Beaucoup d'entre nous avaient vécu au bord de l'eau dans leur enfance ou plus tard. Moi, je suis d'origine antillaise. On s'est rendu compte qu'on avait tous besoin d'être tout près de l'eau. C'est important pour notre équilibre. C'est l'impression d'être dans la nature alors qu'on est en pleine ville. Donc c'est un petit peu magique. Espace naturel, espace public, les Parisiens se réapproprient petit à petit la Seine. Île de la Cité, au petit matin. Salut Greg, ça va? La forme? Bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, t'es prêt là pour ce matin? Ouais, c'était un peu dur, mais on est prêt. Hein. Bon, pour les poissons, on y va quand même. Ouais, c'est clair. Il y a du fond? Pas trop, à mon avis, il va y avoir du poisson là. Carrément, c'est top. Ouais, ça va être sympa. Grégory Torjman et Charlie Rose-Pesny ne connaissent pas le blues du lundi. Leur secret, une petite partie de pêche avant le travail. Alors là, il est 8h. On est à la pointe de l'île de la Cité. On profite de ce début de journée où c'est encore bien calme pour essayer d'attraper quelques poissons. Donc on est là essentiellement pour du cendre ou du silure. Et voilà, donc on va pêcher au lancer avec des leurres artificielles. Et puis on espère que ça va bien donner. Voilà. Pour les pêcheurs, la Seine est une manière de vivre la capitale autrement. Venant du centre de la France avec beaucoup de milieux naturels, aquatiques, j'étais très frustré de ne pas pouvoir pêcher à Paris avant de me rendre compte qu'en fait j'avais un terrain de jeu tout trouvé. C'était la Seine, je la voyais sans la voir en fait, comme je pense beaucoup de Parisiens. N'empêche, les mouettes là-bas, elles chassent. Hein. Il y a encore Morand à droite aussi, là, je vois. Depuis 40 ans, grâce à la montée en puissance de l'assainissement, l'eau du fleuve est de moins en moins polluée. Bien souvent, trop de personnes considèrent la Seine comme un égout, finalement à ciel ouvert, et qui découvrent parfois, quand on est à côté d'eux, qu'il y a des poissons, qu'il y a des plantes, qu'il y a des invertébrés, des écrevisses, des oiseaux qui se nourrissent. Donc il y a vraiment toute une vie. Est-ce que c'est un poisson? Ah, j'étais accroché. Bon, peut-être qu'on aura la chance de voir un martin pêcheur. Il y en a de temps en temps là qui passent le long. Ouais. Bon, mais il faudrait quand même qu'on prenne du poisson. Si l'eau n'est pas encore suffisamment propre pour la baignade, elle convient désormais aux poissons, même les plus exigeants. Grandes aloses, anguilles d'Europe, brèmes bordelières ou carpes communes, on compte aujourd'hui une vingtaine d'espèces contre 3 dans les années 70. On peut citer notamment le retour du brochet, qui est une espèce emblématique qu'on appelle parapluie. Si le brochet va bien, c'est-à-dire que plein d'autres espèces vont de mieux en mieux, parce que si le brochet peut se reproduire, c'est-à-dire que d'autres ont aussi trouvé leur place dans le milieu. C'est des poissons qui restent quand même assez sensibles à la qualité de l'eau. Leur retour en Seine jusque dans Paris montre que les choses qui ont été faites sont en train de porter leurs fruits. Et que ça va arriver prochainement pour d'autres espèces, on pense notamment au saumon. La Seine va redevenir poissonneuse et ressembler à ce qu'elle était il y a peut-être un siècle. Aucun poisson ne se montrera ce matin. Il y a encore Morand là-bas. Mais ce qui compte pour les deux amis,
c'est de partager un moment au bord de l'eau. La Seine est redevenue le terrain de jeu des pêcheurs. Tout est fait pour que les baigneurs les rejoignent dans quelques années, même si cela risque de prendre plus de temps que prévu. Conçu pour le loisir des hommes, le plan baignade ne fait pas l'unanimité. Mais beaucoup de ces actions contribueront, au final, à un meilleur état écologique du fleuve.